Virez-moi cette fille de l'informatique d'ici, tout de suite. L'ordre claqua comme un coup de fouet dans l'air stérile et glacé de la salle de briefing du commandement des opérations spéciales interarmées. La voix appartenait au second maître et un névicile dont la carrure massive semblait occuper tout l'espace disponible. Sa main, lourde et large comme une pelle, s'abattit avec une brutalité inutile sur l'épaule frêle de Brittany Walsh, agrippant le tissu bon marché de son gilet pour faire pivoter sa chaise ergonomique vers lui. Le mouvement était violent, conçu pour intimider, pour dominer, pour humilier. La pièce, un bunker technologique enfoui profondément sous le Pentagone où le seul bruit habituel était le bourdonnement constant et apaisant des serveurs ultra-sécurisés, tomba instantanément dans un silence de mort. C'était le genre de silence qui précède une exécution ou une explosion. Brittany Walsh, une silhouette menue, presque fragile dans cet océan de testostérone, vêtue d'un gilet gris en laine trop grand qui lui donnait l'air d'une bibliothécaire universitaire égarée dans une zone de guerre, ne résista pas. Elle ne se raidit pas sous la poigne du colosse. Elle ne sursauta même pas. Elle se contenta de lever lentement la tête, ses yeux verts, calmes et impénétrables comme la surface d'un lac gelé, rencontrant le regard furieux du cil de près d'1,90 m qui la toisait avec mépris. Elle ne dit rien. Pas un mot, pas un soupir, pas une excuse. « T'es sourde, l'intérimaire ?» aboya le sergent-chef Torres des Marines en s'avançant à son tour, son insigne de la force recombe brillant sous les néons impitoyables du plafond tactique. Il marchait avec cette arrogance fluide et prédatrice des hommes qui ont l'habitude d'être l'alpha dans n'importe quelle pièce. C'est une zone interdite aux civils. Tu comprends ça? Nos civilians. Dégage. Autour d'eux, l'élite de l'élite militaire américaine observait la scène avec un mélange d'amusement sadique et d'indifférence professionnelle. Des SEALS aux barbes taillées, des Rangers de l'armée aux yeux cernés, des membres des forces spéciales, des raiders des marines. Tous attendaient avec un certain plaisir de voir cette fille de l'informatique, cette anomalie dans leur monde de secrets et de violence, se faire traîner dehors par la sécurité comme elle le méritait. Pour eux, elle n'était qu'une erreur administrative, une tache de douceur civile sur leur armure. Mais ce que personne ne remarqua, pas même qui la tenait, c'est que les doigts de Brittany n'avaient jamais quitté le clavier noir mat devant elle. Même lorsque le cil avait brutalement saisi sa chaise, même lorsque la force centrifuge l'avait fait tourner, sa main droite était restée ancrée, continuant à taper avec une fluidité et une vitesse qui défiaient l'entendement. Ce n'était pas de la dactylographie de bureau, c'était une séquence complexe, rapide, chirurgicale. Une série de commandes en cascade qui aurait pris 10 bonnes minutes à la plupart des techniciens qualifiés du Pentagone pour être simplement conceptualisées, et encore plus pour être exécutées sans erreur. Les écrans muraux géants qui l'entouraient, affichant des cartes satellites et des flux de données, vacillèrent une fois, une simple microseconde de noirceur numérique, puis se stabilisèrent avec une netteté accrue. Système sécurisé, chuchota-t-elle, sa voix à peine audible, finalement se levant de son siège. Du haut de son 1,65 m, elle arrivait à peine au torse de haie. Elle lissa son gilet avec une dignité tranquille qui contrastait absurdement avec la violence verbale qu'elle subissait. « Tout est à vous, messieurs. » Et éclata d'un rire cruel et sonore, un rire destiné à rallier la meute. « Ouais, c'est ça, sécurisé. J'espère que t'as rien cassé d'important avec ta petite séance de dactylographie paniquée. » Le sergent Rodriguez de l'armée, assis 2 rangs plus loin, bloussa à son tour en nettoyant ses lunettes tactiques. Elle jouait probablement au solitaire ou elle mettait à jour son blog de chat. Ils riaient, ils se moquaient, ils se sentaient puissants. Mais ils ignoraient tous, sans exception, que dans exactement 18 minutes, lorsque les alarmes rouges commenceraient à hurler et que chaque système classifié du commandement des opérations spéciales deviendrait noir, ces mêmes opérateurs découvriraient exactement ce que la petite séance de dactylographie de Brittany Walsh avait réellement et silencieusement empêché. Le centre de commandement bourdonnait maintenant d'une énergie prémission palpable, cette électricité statique qui précède le déploiement. Les SEALS se regroupaient près de l'avant, leurs tridents dorés accrochant la lumière crue. Les opérateurs de la force recon se tenaient droits comme des piquets, leurs bérets beiges parfaitement positionnés, visages fermés. Les Rangers occupaient la section centrale, leurs uniformes multicam se fondant dans le décor neutre, tandis que le personnel des opérations spéciales de l'Air Force, dans leur combinaison de vol grise, occupait les rangées arrière avec un professionnalisme froid et analytique. Brittany rassembla son petit sac en toile usée et son ordinateur portable personnel, se dirigeant vers la sortie d'un pas délibéré, ni trop lent, ni trop rapide. Elle portait un pantalon noir simple, des chaussures plates sensées qui ne faisaient aucun bruit sur le sol, et ce gilet gris qui semblait l'engloutir. Ses cheveux bruns,
tirée en arrière en une queue de cheval banale, ne montrait aucun produit coiffant sophistiqué. Aucun maquillage ne soulignait ses traits. Elle ressemblait exactement à ce que tout le monde supposait qu'elle était, une contractuelle temporaire, invisible, interchangeable, embauchée pour maintenir des systèmes informatiques qu'elle comprenait à peine. Finalement, marmonna et en s'installant lourdement au premier rang, étirant ses longues jambes. Cette fille ne pourrait probablement même pas épeler classifiée si on lui donnait les 8 premières lettres et un dictionnaire. Torres acquiesça, vérifiant sa montre tactique synchronisée au centième de seconde. 8h30, le briefing de commandement commence dans 5 minutes. La dernière chose dont on a besoin, c'est qu'une civile entende des détails opérationnels sur Desert Falcon. Mais le colonel Martinez, assis 3 rangées derrière, seul, avait observé la sortie de Britney avec des yeux curieux et plissés. 23 ans dans les opérations spéciales, des jungles de Colombie au désert d'Irak, lui avaient appris à remarquer les détails que les autres manquaient, les anomalies dans le paysage. La façon dont elle bougeait, ce n'était pas la démarche traînante d'une civile intimidée. Elle n'était pas précipitée malgré le renvoi hostile, mais contrôlée, économique. Sa posture restait parfaite, sa colonne vertébrale droite sous le stress. Et ses commandes qu'elle avait tapées, Martinez avait aperçu l'écran une fraction de seconde avant qu'il ne se stabilise. Ce n'étaient pas des protocoles de maintenance de routine. C'était du code pur, agressif, des lignes de commande route que peu de gens savaient même invoquer. Le sergent technique Kim de l'Air Force se pencha vers son voisin, le sergent-chef Shen. « Tu as vu à quelle vitesse elle tapait? Elle n'a jamais regardé le clavier une seule fois. »« Pas une seule fois? » Shen. Shen haussa les épaules, indifférent. Certains sont juste doués avec les ordis. Kim, ça ne veut rien dire. C'est une secrétaire glorifiée. Mais Kim avait passé 6 ans à gérer la cybersécurité pour les opérations spéciales. Elle reconnaissait des séquences de commandes avancées quand elle les voyait. Ce que Britney avait exécuté en 30 secondes aurait mis au défi la plupart des techniciens certifiés de la NSA. À la sortie, le chef Williams de la Navy tenait la porte lourde blindée. Williams avait été affecté à la sécurité du complexe depuis 2 ans, assez longtemps pour reconnaître la plupart des contractuels réguliers, mais il ne l'avait jamais vu. « Passez une bonne journée, mademoiselle, » dit-il par automatisme. Britney s'arrêta au seuil, sa main sur le cadre métallique de la porte. Elle regarda en arrière vers les opérateurs assemblés, vers ses dos larges et ses coups épais. Pendant juste un moment, une fraction de seconde imperceptible pour le commun des mortels, son expression changea. Le masque de la contractuelle timide et effacée glissa, révélant quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus froid en dessous. Ses yeux balayèrent la pièce avec une précision tactique effrayante, cataloguant les positions de chaque homme, évaluant les niveaux de menace, identifiant les angles de tir et les voies de sortie. C'était le regard d'un prédateur, pas d'une proie. Puis, le masque revint aussi vite qu'il avait disparu. « Merci, chef, » dit-elle doucement, et elle sortit dans le couloir. La lourde porte de sécurité se referma avec un sifflement pneumatique définitif, isolant le monde des guerriers du monde extérieur. À l'intérieur, elle était déjà au podium, ajustant le micro, se préparant à commencer le briefing classifié sur l'opération Desert Falcon. À l'extérieur, Britney marchait vers les ascenseurs, ses pas résonnant légèrement dans le couloir stérile et blanc. Mais elle n'appela pas l'ascenseur. Au lieu de cela, elle continua à passer les bancs d'ascenseur vers une section du couloir que la plupart des employés évitaient. Elle s'arrêta devant une porte banalisée, peinte du même gris terne que les murs, marquée simplement personnel autorisé uniquement, maintenance. De son sac en toile, elle ne sortit pas le badge blanc de contractuel temporaire que tout le monde avait vu accroché à sa ceinture. Elle plongea sa main dans une poche secrète doublée et en sortit un badge noir, traversé d'une bande diagonale rouge et or. Une accréditation de niveau Oméga qui accordait l'accès aux zones les plus restreintes du gouvernement américain, des zones qui n'existaient pas sur les plans officiels. Elle le passa devant le lecteur biométrique et la porte s'ouvrit avec un clic sec et lourd. À l'intérieur de la salle de maintenance sécurisée, l'atmosphère changea instantanément. Britney bougea avec une soudaineté qui aurait effrayé et s'il avait été là. L'acte de la contractuelle timide s'évapora complètement, comme de la brume au soleil. Sa posture se redressa, ses épaules s'élargirent, sa tête se releva. Ses mouvements devinrent économiques, précis, létaux. Elle ouvrit un panneau mural dissimulé derrière une étagère de produits de nettoyage pour révéler non pas des balais, mais une banque d'équipements de surveillance de pointe. Des écrans haute définition s'allumèrent,
montrant le trafic réseau en temps réel, les flux de caméras de sécurité de chaque angle du bâtiment et les diagnostic systèmes pour l'ensemble de l'installation du JSOC. Ses doigts, fins et agiles, volèrent sur un clavier secondaire en titane, extrayant des flux de données qui auraient été invisibles pour une maintenance de routine, journaux de connexion cryptés, tentatives d'accès fantôme, analyse de paquets profonds, alerte de détection d'intrusion silencieuse. Ce qu'elle trouva la fit froncer les sourcils. La lueur bleue des écrans se reflétait dans ses yeux verts devenus glaciales. Quelqu'un sondait les réseaux classifiés du commandement. Pas un scan occasionnel, pas un hacker adolescent dans son sous-sol. C'était une attaque multivectorielle sophistiquée, coordonnée, conçue pour cartographier les systèmes défensifs et identifier les vulnérabilités structurelles sans déclencher les alarmes standards. Les sondes étaient subtiles, déguisées en trafic de routine, en mise à jour logicielle, en paquets de données inoffensifs. Mais son œil exercé capta les motifs, les micro-latences, les signatures numériques familières. Elle ouvrit un canal de communication sécurisé, crypté sur une fréquence fantôme, et tapa « Base, ici RET. Reconnaissance hostile confirmée. » Je répète, reconnaissance hostile confirmée au sein du périmètre numérique du JSOC. Initiating Protective Protocol. La réponse vint immédiatement, s'affichant en lettres vertes sur l'écran noir. RET, bien reçu. Autorisation accordée pour toutes les mesures nécessaires. Code noir activé. Bonne chasse. Elle fit craquer ses jointures, un son sec dans le silence de la petite pièce, et se mit au travail. De retour dans la salle de briefing, ignorant totalement qu'ils étaient au bord du précipice, elle avait commencé sa présentation sur Desert Falcon. L'opération visait une cache d'armes terroristes en Syrie, nécessitant une coordination complexe entre plusieurs unités d'opération spéciale. L'objectif principal est la neutralisation du stock d'armes chimiques, expliqua, sa voix grave résonnant dans la salle, utilisant un pointeur laser rouge pour mettre en évidence les emplacements clés sur les photos satellites projetées. L'objectif secondaire est la capture ou l'élimination des cibles de haute valeur identifiées par la CIA. Torres leva la main. Quel est notre niveau de confiance sur le renseignement? 85%, répondit avec assurance. Les atouts de la CIA sur le terrain ont confirmé l'emplacement et les positions défensives approximatives. Rodriguez étudiait l'imagerie satellite sur sa tablette. Les routes d'extraction semblent limitées. Une seule roue principale entrée et sortie de la zone cible. C'est un goulot d'étranglement. C'est correct, reconnu est. C'est pourquoi le soutien aérien sera critique. Les hélicoptères Apache fourniront une surveillance constante pendant l'insertion et l'extraction. Les opérateurs prirent des notes, posèrent des questions tactiques et passèrent en revue les détails logistiques. C'était le protocole standard de prémission, une routine qu'ils avaient exécutée des centaines de fois. Aucun d'eux ne remarqua les changements subtils commençant à se produire dans les systèmes électroniques de l'installation. Une légère fluctuation des lumières. Un ralentissement imperceptible du défilement des diapositives. Dans sa salle de maintenance cachée, Britney suivait maintenant 17 tentatives d'intrusion différentes à travers l'infrastructure réseau. Les attaquants étaient bons. Très bons. Ils avaient déjà cartographié les pare-feux primaires et sondaient maintenant pour trouver des portes dérobées dans les bases de données classifiées du personnel. Elle ouvrit des outils de surveillance supplémentaires, son écran se remplissant de lignes de code défilant à une vitesse vertigineuse et de diagrammes de réseaux complexes. Des années d'entraînement, des années de mission dans l'ombre, prirent le dessus alors qu'elle commençait à tracer les vecteurs d'attaque jusqu'à leur source. De multiples points d'entrée distribués à travers différentes locations géographiques, un serveur à Kiev, un relais à Singapour, un nœud compromis au Brésil. Tout cela coordonné avec une précision militaire. Ce n'était pas du hacking aléatoire. C'était une guerre cybernétique parrainée par un État hostile. Son téléphone sécurisé, posé sur la console, vibra avec un message crypté. RET, anomalie réseau détectée par les systèmes automatisés. Recommandons verrouillage immédiat de l'installation. Elle tapa rapidement sa réponse. Négatif. Maintien de la surveillance pour identifier la portée totale de l'attaque. Si nous verrouillons maintenant, ils disparaîtront et reviendront plus tard. Je veux savoir ce qu'ils cherchent. J'initierai les contre-mesures à mon signal. Les attaques s'intensifiaient, devenant plus agressives. Des outils automatisés, des béliers numériques, tentaient maintenant de casser le cryptage sur les dossiers sensibles. Les requêtes de base de données ne visaient pas les plans de la base ou les codes nucléaires. Elles sondaient les dossiers du personnel, les historiques opérationnels, les rapports de mission classifiés, les évaluations psychologiques.
Quelqu'un cherchait quelque chose de spécifique ou quelqu'un de spécifique. Il cherchait des noms, des adresses, des familles. Dans la salle de briefing, le Master Chief Thompson s'approcha du podium. Thompson commandait l'une des équipes s'il assignait à Desert Falcon, et sa réputation le précédait. 15 ans d'opérations spéciales, des déploiements en Afghanistan, en Irak, en Syrie. De multiples Bronze Stars et une Silver Star témoignaient de son efficacité au combat. Monsieur, Thompson s'adressa à Hay. Quel est notre contingent si l'extraction primaire est compromise? Et cliqua sur la diapositive suivante, montrant des routes alternatives à travers le désert aride. Le point d'extraction secondaire Alpha est ici, à 6 km au sud. Si c'est compromis, nous avons Bravo à 12 km au nord-ouest. Règles d'engagement. Standard pour territoire hostile. Identification positive de la cible requise avant engagement. Le briefing continuait avec des détails logistiques, des besoins en approvisionnement, des protocoles de communication. Chaque opérateur reçut un paquet classifié contenant des renseignements spécifiques à la mission, des indicatifs d'appel et des codes opérationnels. Aucun d'eux ne réalisa que ces mêmes codes opérationnels étaient, à ce moment précis, ciblés par des algorithmes de décryptage sophistiqués à quelques étages sous leurs pieds. Les écrans de Britney vacillèrent alors que les attaques atteignaient un nouveau pic d'intensité. Les requêtes de base de données sondaient plus profondément dans les archives classifiées. Quelqu'un construisait des profils complets sur le personnel du JSOC. Elle ouvrit un nouvel outil de monitoring et commença à suivre les paramètres de recherche spécifiques des attaquants. Le motif devint clair et il était terrifiant. Il ne cherchait pas n'importe qui. Il chassait des opérateurs avec des compétences croisées dans plusieurs disciplines. Des gens qui pouvaient fonctionner à travers les frontières des services, des spécialistes des opérations conjointes. Des gens comme elle, son téléphone sécurisé sonna. Elle répondit à la première sonnerie. « Red, ici le contrôle. Nous voyons des tentatives d'exfiltration de données massives sur votre réseau. Pouvez-vous contenir ?»« Je travaille dessus, » répondit-elle, ses doigts volant déjà sur le clavier pour ériger des barrières virtuelles. Mais ce n'est pas aléatoire. Il cherche des types de personnel spécifiques. Spécialistes des opérations conjointes. Opérateurs formés transversalement. Combien de temps il me reste? Pas beaucoup. Les protocoles automatiques vont bientôt déclencher l'alarme générale. Donnez-moi 20 minutes pour tracer le réseau complet. Ensuite, je les éteins définitivement. Approuvé. Tenez-nous informés. Elle raccrocha et plongea plus profondément dans le champ de bataille numérique. C'était ce pourquoi elle s'était entraînée. Pas la dissimulation, pas le fait de prétendre être impuissante, mais cette guerre électronique au plus haut niveau, protégeant les secrets américains des services de renseignement étrangers. L'ironie ne lui échappait pas. À l'étage, des opérateurs d'élite la rejetaient comme une civile incompétente, se moquant de son gilet et de son silence. Ici, en bas, dans le noir, elle menait une guerre qu'ils ne pouvaient même pas voir pour sauver leur vie. 23 minutes après le début du briefing, la première alarme retentit dans la salle de conférence. Un carillon doux mais insistant provenant du système de communication interne de l'installation, suivi d'une voix informatisée calme mais autoritaire. Attention à tout le personnel. Alerte de sécurité réseau. Protocole de niveau 2 maintenant en vigueur. Et s'arrêta au milieu de sa phrase, le pointeur laser figé sur l'écran. Il regarda vers le fond de la salle où un spécialiste des communications vérifiait frénétiquement sa tablette. Quel est le statut? Premier maître Franklin. Franklin fronça les sourcils, tapant rapidement sur son écran. Monsieur, le système montre une sorte d'anomalie réseau majeure. Les détails sont classifiés au-dessus de mon niveau d'accréditation. Je ne peux pas voir la source. Torres se remua sur son siège, mal à l'aise. Est-ce que ça va affecter le briefing de mission? Inconnu, monsieur. En attente de plus d'informations de la sécurité réseau. Les opérateurs échangèrent des regards. Les protocoles de niveau 2 signifiaient une brèche de sécurité potentielle, mais pas un danger imminent. Pourtant, dans une installation comme le JSOC, même les alertes de sécurité mineures exigeaient une attention immédiate. Et prit la décision de continuer. Nous allons procéder à la planification de la mission. S'il y a une véritable préoccupation de sécurité, nous serons notifiés par les canaux officiels. Mais le colonel Martinez, lui, n'écoutait plus. Il étudiait sa propre tablette sécurisée, accédant à des informations refusées au personnel de rang inférieur. Ce qu'il vit le fit se lever brusquement, sa chaise raclant le sol. « Sergent-major, je dois sortir un instant. »
Il marcha rapidement vers la sortie arrière, sa tablette à la main, le visage fermé. Dans le couloir désert, il ouvrit une application de communication sécurisée et passa un appel crypté direct aux opérations de sécurité du JSOC. Ici le colonel Martinez, indicatif Juliette 7 à 7. J'ai besoin d'un briefing immédiat sur l'alerte de sécurité réseau actuel. Pas de baratin. La réponse vint à travers son oreillette, tendue. Monsieur, nous traçons une attaque cybernétique sophistiquée contre les bases de données classifiées. Vecteur d'intrusion multiple, sophistication au niveau d'un acteur étatique. Nous avons quelqu'un qui travaille sur le problème, mais c'est sérieux. Qui travaille dessus? Demanda Martinez, son instinct s'activant. Je veux leur parler directement. Monsieur, c'est compliqué. La personne qui gère notre réponse opère sous des protocoles spéciaux. Je peux relayer des messages, mais le contact direct exige une autorisation de rang amiral. Martinez sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Des protocoles spéciaux. Cela signifiait des opérations noires profondes, le genre qui n'existait pas officiellement. Quel genre de protocoles spéciaux? Insista-t-il. Je ne suis pas autorisé à discuter des détails, monsieur, mais je peux vous dire que la situation est sous contrôle, pour le moment. Il mit fin à l'appel, son esprit s'emballant. Le JSOC n'utilisait pas de contractuels civils pour la cybersécurité de ce niveau. Ils avaient certains des meilleurs spécialistes réseaux militaires du monde. Alors, qui protégeaient leur système? Et pourquoi leur identité était-elle classifiée au-dessus de son accréditation de sécurité top secrète? Puis il se souvint. L'image lui revint avec une clarté fulgurante. La femme calme au gilet gris. La femme qui avait tapé des commandes avancées avec une vitesse professionnelle alors qu'elle était agressée verbalement. La femme qui avait regardé la pièce comme un prédateur cataloguant ses proies avant de sortir. La femme que tout le monde avait rejetée comme inoffensive. Martinez devait savoir. Au lieu d'attendre que les équipes de sécurité fouillent l'installation, il allait trouver des réponses lui-même. Il ignora les protocoles de confinement partiel et se dirigea vers les zones de maintenance, les endroits où les officiers n'allaient jamais. Son instinct le guidait vers cette porte banalisée qu'il avait vue du coin de l'œil. La porte de la zone de maintenance sécurisée était légèrement entr'ouverte, une violation flagrante des protocoles de sécurité qui aurait normalement déclenché une enquête immédiate. Martinez s'approcha prudemment, sa main se déplaçant instinctivement vers l'endroit où son arme de service serait s'il était sur le terrain. Il poussa la porte. La pièce au-delà était sombre, à l'exception de la lueur fantomatique des équipements de monitoring. Des équipements qui ne devraient pas exister dans une salle de maintenance de routine. Alors que ses yeux s'ajustaient, il put voir des rangées d'électronique sophistiquée, le genre utilisé pour le renseignement d'origine électromagnétique et les opérations de guerre cybernétique. Ce n'était pas une salle de maintenance. C'était un poste de commandement avancé. Et assise à la console centrale, toujours vêtue de ce gilet gris ridicule, mais avec une posture totalement différente, se trouvait la femme que tout le monde avait méprisée. Elle se tourna pour lui faire face, et Martinez vit immédiatement que ce n'était pas la contractuelle, timide de la salle de briefing. Les yeux de cette femme avaient le regard fixe et dur de quelqu'un habitué aux décisions de vie ou de mort. Sa posture parlait d'entraînement militaire et d'expérience de combat. « Colonel Martinez » dit-elle calmement, comme si elle l'attendait. Sa voix était ferme, autoritaire. Je me demandais quand quelqu'un finirait par comprendre. Martinez entra dans la pièce, notant l'équipement de communication sécurisé, les systèmes de surveillance classifiés, les affichages tactiques montrant des flux de renseignements en temps réel. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix trahissant son incrédulité. « Quelqu'un qui protège vos opérations depuis plus longtemps que vous ne le savez. » Ce n'est pas une réponse, insista Martinez. Elle se leva, et Martinez réalisa que toute son attitude avait changé. Ce n'était pas une femme prétendant être confiante. C'était quelqu'un qui possédait la pièce et tout ce qu'elle contenait. Mon nom est classifié au-dessus de votre niveau de sécurité, colonel, mais vous pouvez m'appeler Rhett. Le nom frappa Martinez comme une décharge électrique. Rhett, une légende dans les cercles des opérations spéciales. Un opérateur fantôme qui travaillait à travers les frontières des services, menant des missions qui officiellement n'existaient pas. Rhett est censé être un mythe, murmura-t-il. La plupart des opérations, efficaces le sont, répondit-elle sèchement. Elle se tourna vers ses écrans. L'attaque cybernétique, c'est vous qui la bloquée? Demanda Martinez, regardant les flux de données rouges et verts. Je ne la bloque pas seulement, corrigea-t-elle, se doit exécutant une nouvelle séquence de commandes. Je la retourne contre eux. Ils pensaient chasser des amateurs.
Maintenant, ils sont devenus les proies. Expliquez-vous. Elle pointa un écran montrant une carte du monde avec des lignes rouges convergeant vers l'Europe de l'Est. L'attaque d'aujourd'hui n'était pas de la reconnaissance aléatoire, colonel. Les services de renseignement étrangers construisaient des listes d'assassinats. Ils ciblaient spécifiquement le personnel de l'opération Desert Falcon et leurs familles. Le visage de Martinez devint blanc. Le sang se glaça dans ses veines. Leur famille? Oui, non, adresse, école des enfants, routine quotidienne. Tout ce qui est nécessaire pour une frappe coordonnée contre les capacités des opérations spéciales américaines. Mais c'est fini. Elle appuya sur une touche finale avec une satisfaction évidente. J'ai injecté un code de traçage dans leur téléchargement. Chaque fichier qu'ils ont volé est maintenant une balise qui nous renvoie leur position exacte, l'identité de leurs opérateurs et l'architecture de tout leur réseau. Nous avons maintenant la carte complète de leur opération. Ce qui a commencé comme une attaque contre nous est devenu le plus grand coup de filet de renseignement de la décennie. Martinez la regarda avec un mélange de crainte et de respect. Il réalisait l'ampleur de ce qui venait de se passer. Pendant que et les autres jouaient au dur dans la salle de conférence, cette femme, seule dans le noir, venait de sauver non seulement la mission, mais la vie de leurs femmes et de leurs enfants. De retour dans la salle de briefing, le chaos commençait à s'installer. La deuxième alarme avait retenti. Niveau 3, briefing suspendu. Mais soudain, le système d'alarme principal de l'installation s'activa. Ce n'était pas les carillons doux des alertes réseau. C'était le klaxon urgent et pulsant réservé aux urgences de niveau national. Attention à tout le personnel, annonça la voix informatisée, plus fort cette fois. Officier général sur le pont. Tout le personnel, garde à vous pour arriver VIP. Officier général. Les mots envoyèrent une onde de choc à travers la salle. Dans une installation comme le JSOC, les amiraux ne faisaient pas de visite non programmée à moins que quelque chose de catastrophique ne se soit produit. À travers les fenêtres en verre renforcé donnant sur le couloir principal, ils pouvaient voir le personnel de sécurité prendre position. La police militaire en uniforme de cérémonie formait des lignes précises le long du couloir. Quoi qu'il se passât, cela justifiait le protocole cérémonial maximum. « Garde à vous !» hurlait, sa voix craquant légèrement sous la tension. Le bruit de 23 paires de bottes frappant le sol à l'unisson résonna comme un coup de tonnerre, un claquement sec et violent qui fit vibrer les murs. Les opérateurs, conditionnés par des années de discipline, formaient instantanément des rangs parfaits, rigides comme des statues de pierre, le regard fixé droit devant eux. Le contre-amiral Richardson entra dans la salle. C'était un homme grand, mince, avec des cheveux argentés coupés ras et le genre de présence qui aspirait tout l'oxygène d'une pièce. Son uniforme de service était immaculé, chaque pli semblant avoir été sculpté au laser, chaque ruban de décoration racontant une histoire de conflit et de courage. Il marchait avec une autorité calme, celle de quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Derrière lui, le Master Chief Williams et 2 officiers de la police militaire fermaient la marche, visage impassible. Mais Richardson ne regardait pas les hommes au garde à vous. Il ne regardait pas ni les cartes tactiques de Desert Falcon. Ses yeux gris acier scannèrent la pièce avec une précision tactique, cherchant quelque chose ou quelqu'un. Son regard balaya les rangées d'opérateurs d'élite, les ignorant royalement, jusqu'à ce qu'il se verrouille sur le coin arrière de la salle, près de la porte de service. Là, debout dans l'ombre, revenue discrètement pendant la commotion, se tenait Britney. Elle portait toujours son pantalon noir simple et ce gilet gris trop grand. Mais elle ne se cachait plus. Elle ne se voûtait plus. Elle se tenait dans une position de repos modifiée, les mains croisées dans le dos, les pieds écartés à la largeur des épaules, le menton haut. Ses yeux rencontrèrent le regard de l'amiral avec une égalité parfaite. Le silence dans la pièce s'étira, devenant presque douloureux, et sentit une goutte de sueur couler le long de sa colonne vertébrale. Pourquoi l'amiral regardait-il la contractuelle? Pourquoi ne la faisait-il pas sortir? Puis, l'amiral Richardson, commandant du groupe de développement de la guerre spéciale navale, l'un des hommes les plus décorés et les plus puissants de l'armée américaine, fit quelque chose qui envoya une onde de choc sismique à travers chaque personne présente. Il s'arrêta devant la petite femme en gilet gris. Il claqua les talons, et il lui fit un salut militaire lent, parfait et respectueux. Le temps sembla s'arrêter. Les cerveaux des opérateurs d'élite, entraînés à traiter des informations complexes en millisecondes, n'arrivaient pas à comprendre ce qu'ils voyaient. Un contre-amiral saluant une civile? C'était impossible. C'était une aberration. Britney ne sourit pas. Elle décroisa lentement les mains.
se redressa imperceptiblement et rendit le salut avec la précision mécanique et fluide d'un officier de carrière ayant passé des décennies sous les drapeaux. Le mouvement était net, tranchant comme une lame de rasoir. « Amiral Richardson », dit-elle, sa voix claire portant une autorité que personne n'avait soupçonnée. « Merci d'être venu personnellement. Je sais que votre emploi du temps est chargé. » L'amiral baissa la main, un sourire rare et chaleureux touchant ses lèvres. « Pour vous, Rhett, je traverserai l'enfer. Bienvenue à la maison. » Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Torres avait la bouche légèrement entr'ouverte, sa composition habituelle complètement brisée. Rodriguez clignait des yeux comme s'il essayait de réveiller d'un rêve bizarre. L'amiral se tourna vers la salle, son visage reprenant son masque de commandement impitoyable. « Repos » ordonna-t-il. Les opérateurs adoptèrent la position de repos, mais la tension était à son comble. « Messieurs, » commença Richardson, sa voix remplissant chaque coin de la pièce. « Je veux vous présenter quelqu'un dont l'existence même est classifiée au plus haut niveau de la sécurité nationale. Un atout que nous ne sortons que lorsque la situation est critique. » Il fit un geste de la main vers Britney, comme un présentateur dévoilant une œuvre d'art inestimable. La personne que vous connaissez sous le nom de Britney Walsh, la fille de l'informatique que vous avez traitée avec tant de mépris ce matin, est en réalité le lieutenant-colonel Sarachen de l'United States Navy. Lieutenant-colonel. Le grade frappa la salle comme un impact physique. Elle n'était pas seulement un officier. Elle était leur supérieur hiérarchique. Elle surpassait les chefs d'équipe. Elle était l'égale des commandants d'escadron. Richardson continua, impitoyable. Le colonel Chen est l'officier commandant de la Task Force Phantom, une unité d'opérations spéciales interarmées qui n'apparaît sur aucun organigramme public. Elle opère directement sous l'autorité du secrétaire à la Défense. Depuis 8 mois, elle travaille sous couverture profonde au sein de ce complexe pour identifier et neutraliser une pénétration persistante du renseignement étranger. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Il regarda et droit dans les yeux. Ce matin, alors que vous la renvoyiez comme une malpropre, elle menait une contre-offensive numérique qui a sauvé non seulement cette mission, mais vos vies à tous. Britney, ou plutôt le colonel Chen, s'avança. La transformation était maintenant complète et terrifiante. Il n'y avait plus aucune trace de la civile timide. C'était un prédateur alpha qui s'adressait à sa meute. Elle marcha jusqu'au podium et s'écarta précipitamment comme s'il avait été brûlé. Elle posa ses mains sur le pupitre et regarda ses hommes. À 7h30 ce matin, commença-t-elle, sa voix calme et glaciale, j'ai détecté les sondes initiales de ce qui allait devenir une attaque massive. L'ennemi ne cherchait pas des codes nucléaires. Il cherchait des profils. Vos profils. Elle appuya sur une touche de la console et l'écran géant derrière elle changea. Il ne montrait plus des cartes de la Syrie. Il montrait des photos prises au téléobjectif. Une femme emmenant ses enfants à l'école. Un homme tondant sa pelouse. Une fête d'anniversaire dans un jardin de banlieue. Un murmure d'horreur parcourut la salle. Rodriguez reconnut sa propre maison. Torres vit une photo de sa fiancée. Ce sont les cibles que le renseignement étranger compilait, expliqua Chen, sa voix devenant dure. L'attaque d'aujourd'hui visait à finaliser des dossiers de cibles pour des équipes d'assassinat. Ils avaient prévu de frapper simultanément la semaine prochaine, pendant que vous auriez été déployés sur Desert Falcon. Ils voulaient éliminer vos familles pour compromettre l'opération et envoyer un message. Le visage de Rodriguez devint blanc comme un linge. Ses mains tremblaient. L'idée que ses enfants avaient été dans le viseur d'un tireur à cause de lui était insupportable. Mais ils ont échoué, continua Chen, en s'adoucissant légèrement. Ils ont échoué parce qu'ils ont sous-estimé la défense. Ils ont vu une civile inoffensive sur le réseau. Ils ont cru que la porte était ouverte. J'ai utilisé cette arrogance contre eux. J'ai laissé la porte entr'ouverte juste assez longtemps pour qu'ils s'engagent, puis j'ai refermé le piège. Elle se tourna vers l'écran, où une carte complète du réseau ennemi s'affichait maintenant, avec des centaines de points rouges clignotants. Grâce au code de traçage que j'ai implanté, nous avons maintenant la localisation de chaque agent, de chaque serveur et de chaque commanditaire de cette opération. Au lieu de perdre nos familles, nous avons gagné la guerre du renseignement pour les 5 prochaines années. L'amiral Richardson reprit la parole. Le réseau que le colonel Chen a compromis ce matin fournira des renseignements exploitables pour démanteler des cellules terroristes et des réseaux d'espionnage à travers 3 continents. C'est le genre de victoire qui ne fait jamais les gros titres, mais qui sauve des milliers de vies. Il se tourna vers les opérateurs,
son expression devenant sévère. Et pendant qu'elle faisait ça, pendant qu'elle protégeait vos femmes et vos enfants, vous, l'élite de l'armée américaine, vous l'avez traitée comme une nuisance. Vous l'avez jugée sur son apparence. Vous avez supposé que parce qu'elle ne portait pas d'uniforme, elle ne valait rien. La honte dans la salle était palpable, épaisse comme du brouillard. Et avait l'air de vouloir disparaître dans le sol en béton. Il avait ordonné à un lieutenant-colonel, un héros de l'ombre, de nettoyer ses bottes. Il s'était moqué de quelqu'un qui commandait sa propre unité fantôme. C'était la plus grande humiliation de sa carrière. Maintenant, dit Richardson d'une voix qui ne tolérait aucune discussion, vous avez des excuses à faire. Elle fut le premier à bouger. Il s'avança, ses mouvements raides, son visage rouge brique. Il s'arrêta devant Chen et se mit au garde à vous, plus droit qu'il ne l'avait jamais été. « Colonel Chen, dit-il, sa voix rauque, je vous dois des excuses formelles. Mon comportement ce matin était inexcusable, non professionnel et indigne de l'uniforme que je porte. J'ai manqué de respect à un officier supérieur et j'ai failli compromettre la sécurité de cette installation par mon arrogance. Je suis prêt à accepter toute sanction disciplinaire que vous jugerez appropriée. » Torres suivit immédiatement. « Colonel, je suis désolé. J'ai fait des suppositions basées sur des préjugés. Il n'y a aucune excuse pour la façon dont je vous ai parlé. » Un par un, les hommes les plus durs de l'armée américaine présentèrent leurs excuses à la femme au gilet gris. Mais la réponse de Britney surprit tout le monde. Elle ne cria pas. Elle ne les humilia pas en retour. Elle sourit. C'était le premier sourire véritable qu'il voyait sur son visage, un sourire fatigué mais sincère. « Messieurs, repos, dit-elle doucement. Je n'ai pas besoin de vos sanctions. Commandant est. Vos réactions étaient exactement ce que j'attendais, ironiquement, exactement ce dont j'avais besoin pour ma couverture. » Elle descendit du podium et marcha parmi eux, non plus comme une étrangère, mais comme un leader. Si vous m'aviez reconnu, si vous m'aviez traité avec respect militaire, l'ennemi l'aurait vu. Ils nous surveillaient via les caméras internes qu'ils avaient piratées. Votre mépris a vendu ma couverture mieux que n'importe quel jeu d'acteur. Vous m'avez traité comme une civile insignifiante, et donc, ils m'ont traité comme une menace insignifiante. C'est cette erreur qui les a tués. Elle s'arrêta devant Torres. Mais il y a une leçon ici. Une leçon vitale. La guerre change. L'ennemi ne porte pas toujours un uniforme. Et les alliés les plus dangereux ne ressemblent pas toujours à des guerriers de cinéma. Elle parcourut la salle du regard, captant l'attention de chaque homme. L'exercice de ce matin a révélé nos propres angles morts. Nous sommes conditionnés à voir des uniformes, des rangs, des insignes. Mais dans le monde des opérations noires, l'apparence est un piège. Le hacker qui a conçu mes contre-mesures est un étudiant de 19 ans qui pèse 50 kilos tout mouillé. L'analyste qui m'a fourni le renseignement en temps réel est une grand-mère en Virginie qui tricote des chaussettes. Si vous les aviez vus, vous les auriez méprisés. Et vous auriez eu tort. Richardson s'éclaircit la gorge. Bien dit, colonel. Ce qui nous amène à la suite. Il se dirigea vers la carte tactique. L'opération Desert Falcon telle que vous la connaissez est annulée. Des murmures de surprise parcoururent les rangs. L'ennemi connaît le plan. C'est brûlé. Mais nous avons une nouvelle cible. Il tapa sur l'écran, et une nouvelle image apparut. Un complexe fortifié dans les montagnes de l'Oural. Voici le centre de commandement d'où l'attaque de ce matin a été lancée. Grâce au colonel Chen, nous connaissons chaque porte, chaque garde, chaque capteur. Nous allons décapiter leur réseau. Il se tourna vers elle. Cette mission sera une opération conjointe directe avec la Task Force Phantom. Vous travaillerez sous le commandement opérationnel du colonel Chen. Ce sera une guerre non conventionnelle. Pas de règles d'engagement standard. Pas de soutien officiel. Si vous échouez, nous nierons votre existence. Elle releva la tête, une lueur nouvelle dans les yeux. C'était une chance de rédemption. Amiral, mes hommes sont prêts. Chen croisa les bras. Ne soyez pas si sûr. Commandant, la Task Force Phantom n'opère pas comme les SALS. Nous n'utilisons pas la force brute quand la finesse suffit. Nous utilisons la tromperie, la cyberguerre, l'infiltration. Vous allez devoir désapprendre beaucoup de choses. Vous allez devoir apprendre à être invisible. Elle regarda Torres, Rodriguez, Thompson. Je vous offre une opportunité. L'opportunité de voir comment fonctionnent réellement les opérations spéciales au plus haut niveau. Pas seulement les missions pour lesquelles vous vous entraînez, mais celles qui empêchent les guerres avant même qu'elles ne commencent. Celles qui se passent dans l'ombre. Qui est volontaire?
demanda Richardson. Sans une seconde d'hésitation, chaque main dans la salle se leva, même ceux qui avaient été les plus virulents contre elle. La honte s'était transformée en respect. Ils avaient vu ce qu'elle pouvait faire seule avec un clavier. Ils voulaient voir ce qu'elle pouvait faire avec une équipe d'assaut. « Excellent », dit Chen. « Le briefing commence dans 10 minutes. Oubliez tout ce que vous savez. Aujourd'hui, vous retournez à l'école. » Alors que l'amiral et Britney se dirigeaient vers la sortie pour laisser les hommes se préparer, le colonel Martinez, qui était resté silencieux tout ce temps, s'avança. « Colonel Chen, aplatit-il. » Elle s'arrêta et se tourna. « Colonel Martinez. » « Une question, si vous permettez. » Il jeta un coup d'œil à son gilet gris. « Est-ce que nous reverrons Rhett, ou est-ce que Britney Walsh est partie pour toujours ?» Britney sourit, un sourire énigmatique qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « L'Amérique a besoin de héros, colonel, mais elle a aussi besoin de fantômes. Britney Walsh est partie. Mais Rhett est partout, on a besoin d'elle. Peut-être que la prochaine fois, je serai une serveuse, ou une femme de ménage, ou une touriste. » Elle se pencha légèrement vers lui, baissant la voix. « C'est ça, la beauté de l'ombre, Martinez. On ne sait jamais qui regarde. » Elle sortit de la salle, ses pas silencieux sur le sol poli, suivie par l'amiral. La lourde porte se referma derrière eux. Dans la salle de conférence Delta, l'atmosphère avait changé pour toujours. 8 hommes tenaient des dossiers classifiés qui allaient changer leur vie. Ils n'étaient plus seulement des guerriers. Ils étaient des initiés. Ils avaient vu derrière le rideau. Ils avaient appris la leçon la plus importante de leur carrière. Martinez resta seul un moment dans le couloir, regardant la porte fermée. Il repensa à la scène de ce matin, à la brutalité de Hay, au calme de Britney. Il réalisa que le monde était rempli de gardiens invisibles, des gens qui passaient inaperçus, qui étaient moqués, ignorés, mais qui portaient le poids du monde sur leurs épaules. Il sortit son téléphone et composa le numéro de sa femme. « Allô, chérie ?» dit-il quand elle répondit. « Non, rien de spécial. Je voulais juste entendre ta voix. Et je voulais te dire que tu es en sécurité. Vraiment en sécurité. » Il raccrocha, le cœur serré mais reconnaissant. Les histoires de guerre parlent souvent de bruit et de fureur, de bombes et de balles. Mais les vraies victoires, celles qui comptent, sont souvent silencieuses. Elles sont remportées dans des salles de serveurs froids par des femmes en gilet gris ou dans des ruelles sombres par des hommes sans nom. Elles sont remportées par ceux que nous sous-estimons, par ceux que nous ne voyons pas. Parfois, les personnes les plus dangereuses du monde se cachent derrière les visages les plus ordinaires. Et les plus grands héros ne portent ni médaille, ni uniforme, ni gloire. Ils sont juste là, dans l'ombre, à veiller sur nous. Et pour les hommes de la salle de conférence Delta, plus rien ne serait jamais pareil. Ils avaient rencontré le spectre et ils avaient survécu. Maintenant, le vrai travail pouvait commencer. La transformation était complète. La chasse était terminée. Mais la guerre, la vraie guerre, celle de l'ombre, ne faisait que commencer. Et quelque part, dans une autre base, dans une autre ville, une femme en apparence ordinaire venait peut-être de s'asseoir devant un ordinateur, prête à sauver le monde une fois de plus, dans le silence le plus total. C'était l'ombre du spectre, une histoire originale pour la chaîne Cohésion Interne. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti ce frisson de justice quand l'amiral a salué, alors faites un geste simple. Abonnez-vous. Activez la cloche. Laissez un j'aime. Rejoignez notre communauté. Parce que chaque semaine, nous plongeons dans ces histoires de courage, de sacrifice et de leçons de vie qui forgent le caractère. Ne manquez pas la prochaine vidéo où nous découvrirons une autre facette cachée de l'héroïsme.